13 ans de guerre civile, 13 ans de boucherie, des milices qui s'affrontent pour le pouvoir et pour le contrôle du Libéria. « 100 000, 200 000 morts, on ne sait pas. 9 sur 10 de ces tués sont des innocents, des passants victimes de la folie des bandes de tueurs qui tentent de s'approprier des morceaux de ce pauvre pays. » Élu en 1997, Charles Taylor est contraint de quitter le pouvoir le 11 août 2003. Sous son règne, des dizaines de milliers de personnes ont fui les zones de combat dans une totale indifférence du reste du monde. Nous sommes en juin 2003 à Monrovia, la capitale. Des combats ont lieu à guère plus de 5 km du palais présidentiel. Les hommes de Charles Taylor ont dit que ce sont les forces gouvernementales, affrontent ceux du Lurde, les Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie. Ce jour-là, les hommes de Taylor viennent de repousser une des incursions de ceux du Lurde. Et ils fêtent leur victoire. À la tête de ses troupes, le général Yeaton, 34 ans, dont 19 passés au service de Taylor, son chef d'état-major, l'un de ses plus proches fidèles. Et il est satisfait du comportement de sa troupe. La plupart des commandants rebelles me connaissent et ils connaissent mes capacités. Ils ne viendront plus. Ils ne feront aucune tentative. J'en suis convaincu. Merci. Des combats qui auraient fait en quelques jours près de 500 morts et plusieurs milliers de blessés. Parmi eux, très peu de combattants, d'après la Croix-Rouge. Ce qui est sûr, c'est que les hommes de Taylor procèdent à des ratissages. Et ils font peur. Ils font des prisonniers. Impossible de savoir le nombre. À la sauvette, nous filmons ce groupe rassemblé à la lisière du bidonville. Dans cette guerre, les prisonniers leur restent peu de temps. Ils sont exécutés. L'un d'entre eux espère que notre présence pourrait lui sauver la vie. Je m'appelle William Tibomo. Je vis à Port Bridge. La Croix-Rouge n'a jamais retrouvé vivant un seul de ses prisonniers. Cela fait 5 ans que depuis le palais présidentiel, sur les hauteurs de Monrovia, Charles Taylor tyrannisait son pays. C'est le descendant d'un esclave noir américain affranchi. Lui a fait ses études dans une université aux États-Unis. Ce produit de la civilisation américaine a fait preuve d'une telle barbarie qu'il est inculpé pour crime contre l'humanité. Un chef d'État africain élu tombe sous le coup d'une inculpation. Ils veulent faire passer le président du Libéria pour un criminel de guerre. Mais Dieu en personne ne laissera jamais passer ça. Dans les années 1970, le Libéria était l'un des pays les plus prospères d'Afrique. Aujourd'hui, c'est l'un des plus pauvres. Il a été la première république indépendante du continent. Ce sont des esclaves noirs affranchis, venus des États-Unis, qui l'ont fondé en 1822. Pour eux, il devait être le pays de la liberté. En fait, les anciens esclaves et leurs descendants ont méprisé et écrasé les indigènes. La haine entre ces colons noirs venus d'Amérique et les Noirs autochtones a eu le temps de s'installer. Pour Monseigneur Francis, l'archevêque de Monrovia, la cause de tous les malheurs est bien là. Ils sont arrivés des États-Unis. Même si la pigmentation de la peau était la même, un peu plus claire ou plus sombre, ils considéraient les indigènes comme inférieurs. Et dès le premier jour, ils ont eu un complexe de supériorité. Les indigènes étaient traités comme des citoyens de deuxième classe, des moins que rien. Cela a développé petit à petit une prise de conscience chez eux, et ce fut le début de nos problèmes. En 1980, les descendants d'Américains avaient perdu le pouvoir. Samuel Doe, un jeune militaire issu d'une tribu locale, avait réussi un coup d'État. C'est Charles Taylor qui a fomenté la révolte contre les autochtones. Il a créé une milice, l'un de ses lieutenants a tué Samuel Doe et lui a fini par se faire élire à la présidence. Lorsqu'il se déplace maintenant, c'est sous la protection de 300 hommes armés. Ce matin-là, au début juillet, Charles Taylor a accepté que nous l'accompagnions dans le village dont il a fait son fief. Jusqu'à cette maison qu'il s'est fait construire. C'est lui-même qui conduit son véhicule blindé. Il souhaitait que nous puissions filmer cette église qu'il a offerte aux villageois.
Charles Taylor n'est pas la bête sauvage pour laquelle on veut me faire passer. Le peuple libérien me soutient et même l'opposition dit « Attendez une minute, vous avez tout faux ». Les vieux démons du Libéria sont toujours là. Les miliciens de Taylor n'ont pas la réputation d'être des enfants de cœur. Ils gagnent bien leur vie pour donner la mort, en tout cas pour faire peur, aux alentours de 50 € par mois. Charles Taylor a toujours recruté des guerriers pour qui les atrocités devaient être un jeu. Une armée célèbre pour sa cruauté et sa sauvagerie. Avec elle, il a déstabilisé l'Afrique de l'Ouest pour contrôler les trafics de diamants et de bois précieux. Des combattants aguerris, mais aussi les SBU, Small Boys Unit, les enfants soldats. Il y a même les petites filles soldats. Comment tu t'appelles? Mon nom est Boula. Pas Boulet. Quel âge as-tu? Elle a 17 ans. 17 ans. En vérité, elle doit avoir à peine 13 ans. Le colonel Tarnu, lui, a 32 ans. Il ne veut pas nous dire combien il a d'hommes dans son unité. Mais lorsqu'il visite leur position, il ne leur apporte pas seulement des ordres. Le colonel est également leur fournisseur de remontants. C'est combien la dose? 10 $. 5 centimes d'euros le joint. Le colonel arrondit ainsi sa solde. Hé mec, quand tu fumes... Hey. Si tu fumes de la drogue, tu n'as plus peur de rien, tu tires. Ici, on l'appelle Lion's Food, la nourriture des lions. Nous sommes les forces spéciales du Libéria. Je fume avant les combats. Et comme ça, je tire beaucoup mieux. Je suis plus adroit. J'ai tué 25 personnes. À Bomirode. Quand? À Bomirode. Bomirode, la route de la mort. Ils affirment avoir réussi une embuscade contre des rebelles quelques heures avant notre arrivée. Impossible de vérifier combien de morts. Dès que les combats semblent s'arrêter, les civils qui ont des biens à sauver tentent de se sauver avec. Il vaut mieux en tout cas ne pas emporter une perruque. C'est très mode dans les rangs des hommes de Charles Taylor. Ces milices sèment la terreur. La population est désespérée, accablée. Le seul qui ose dénoncer Taylor et ses hommes, c'est Monseigneur Francis. Ils ont mis en place ce système d'impunité. Un système arrogant qui se fout des droits de l'homme. Moi-même, j'ai été attaqué. Ils voulaient me tuer. J'aurais dit tuez-moi. C'est tout ce qu'ils savent faire. Ce n'est pas qu'une personne, c'est tout un système. Le matin du 16 juillet 2003, plusieurs milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ont envahi le port de Monrovia, pour la plupart des Ghanéens. Un patrouilleur de la marine ghanéenne est arrivé. Seul problème, il n'y a que 700 places à bord du bateau. Tout le monde ne pourra pas embarquer. En fait, une rumeur court en ville. Les miliciens de Taylor s'apprêteraient à massacrer les Ghanéens parce que les rebelles du Lourdes trouvent refuge au Ghana.
On veut sauver notre peau, on veut sauver notre peau. On veut rentrer chez nous. Pour accéder au quai, il faut franchir un barrage de containers qui a été mis en place pour éviter l'émeute à l'entrée du bateau. Ce sont des miliciens de Taylor qui ont tiré en l'air pour contenir la foule. De l'autre côté du barrage, le bateau a déjà fait le plein et les amarres ont été larguées. Plus de 4000 personnes vont rester sur le quai. Depuis plusieurs jours, tout Monrovia sait qu'un bateau de guerre américain est positionné au large et que 2000 marines sont à bord, prêts à débarquer. De temps en temps, un hélicoptère vient se poser sur l'ambassade et il repart. La communauté internationale et presque tous les habitants de la ville implorent Washington d'ordonner le débarquement pour mettre un terme à la boucherie. Tout au long du mois de juillet, des femmes viennent devant l'ambassade US réclamer l'intervention. Le 21 juillet, pour tenter d'infléchir l'indifférence américaine, des cadavres sont déposés devant l'ambassade. Quelques-unes des victimes des combats du jour. « 24 juillet 2003. Monrovia est coupé par un bras de mer que 2 ponts franchissent. Les hommes du Lourdes sont entrés dans la ville par l'ouest. Si les miliciens de Taylor perdent les ponts, le centre-ville tombera et le régime avec lui. Cela fait près d'une semaine que la guerre des ponts a commencé. Ces miliciens sont des hommes de Charles Taylor qui tiennent une position stratégique, l'un des seuls immeubles qui surplombent les ponts. Vous voyez cette ouverture dans la clôture en face? C'est là qu'ils sont, les rebelles du Lourdes. Ils se regroupent là-bas. Ils sont juste là. Le colonel John Smith, 40 ans. Comme Taylor, il a fait ses études aux États-Unis. Il s'agit d'un homme d'affaires et sa famille est à l'abri en Amérique. C'est lui qui, depuis cette position, parvient depuis une semaine à empêcher ceux d'en face de passer le pont. Ouais, c'est bien. Un peu à droite, là. Juste, encore un peu à droite. Un tout petit peu à droite. Ok, c'est très bien. Bravo. Parfait. C'est quoi la difficulté? Il n'y a pas de difficulté. Il n'y a aucune difficulté. On essaie de les repérer, de leur tirer dessus, pour en fait réduire leur capacité à passer le pont. En fait, depuis 6 jours, les snipers se relaient à cet endroit et tirent ainsi à peu près 3 à 4 balles par minute, nuit et jour. Taylor a déjà négocié son départ avec l'ONU. Si des hommes comme Smith continuent de se battre, c'est parce qu'ils espèrent récupérer un peu de son pouvoir. Lui fait donc partie de la caste des descendants d'esclaves affranchis. N'empêche qu'il se sent trahi par l'oncle Sam. Que font-ils dans la rue, tous ces gens? Ce sont des réfugiés? Ouais, ce sont des déplacés. Ils espèrent que ces salauds d'Américains vont venir les aider. Ils n'ont pas encore compris que les Américains ne viendront jamais les aider et qu'ils doivent mourir, un point c'est tout. Les Américains s'en foutent complètement de la souffrance du peuple libérien. C'est vraiment une situation désespérée. Des centaines de milliers de personnes sont venues ici parce qu'elles ont cru les promesses des Américains, qu'il n'y aurait plus d'obus de mortier qui tomberaient sur Mamba Point ou sur Monrovia. Les Américains l'avaient demandé aux rebelles. Malheureusement, le Lourdes a bombardé continuellement ce quartier et les Américains n'ont strictement rien fait pour les en empêcher. Je vous dis la vérité, ce sont des obus de fabrication américaine qui ont explosé ici. Ce sont des obus américains qui tombent sur Monrovia, obus de 80, de 62, calibre 60. Quelques jours plus tard, le 27 juillet, il va enfin se passer quelque chose du côté de l'ambassade. Alors qu'un GI les couvre depuis une des fenêtres du premier étage, une patrouille sort de l'enceinte diplomatique.
Les farouches soldats traversent la rue, prennent position devant l'immeuble qui fait face à l'ambassade. Bienvenue. Nous aimons les Américains. Bienvenue. Vous n'avez rien à craindre ici. Qu'est-ce qui se passe? Rien de spécial. C'est quoi votre mission? Que fait l'armée américaine? Demandez à cet homme devant. Eh oui, pour la première sortie sur le territoire libérien, les commandos américains étaient allés chercher une caisse de bière. Ce matin, John Smith, le colonel, est de bonne humeur. Il a rendez-vous avec son chef, le général Yeaton. Celui-ci a installé son quartier général dans une des deux tours qui dominent la ville. Et c'est de là que le général Yeaton dirige la bataille. Il y a un mois, il nous avait affirmé que les rebelles ne reviendraient pas. Mais il ne paraît pas démonté par leur présence de l'autre côté des ponts. En fait, c'est dans cette tour que le général a concentré son armement lourd. Des mitrailleuses, des mortiers, quelques obusiers. De quoi normalement empêcher le franchissement des ponts. Attention, ils arrivent. Il est facile de distinguer le chef d'état-major au milieu de ces hommes. C'est le seul qui porte un casque. Il est d'ailleurs rare de voir un chef d'état-major faire lui-même le coup de feu. D'autant que ceux d'en face ont localisé le point de départ des tirs et qu'ils ripostent. Je me suis beaucoup entraîné avant de me battre sur le terrain, afin de limiter l'effusion de sang. En tant que commandant, je donne l'exemple, parce que le commandant donne toujours l'exemple. Je connais toutes les armes sur le champ de bataille. Je sais m'en servir. Et je n'hésite pas à m'en servir comme un général. Et là, mes hommes me suivent. Depuis son bunker, le général va faire durer la guerre des ponts. 21 jours d'affrontement, avec de temps en temps une tentative pour reprendre le terrain perdu. Là, il n'y a plus ni stratégie, ni tactique. Seulement la folie d'hommes qui ont été recrutés enfants il y a quelques années et qui continuent à jouer à la guerre. Avec d'autres enfants qui viennent voir. Une armée hallucinante, des combattants saoulés d'horreur, d'alcool et de drogue. Une danse avec la mort. À quelques mètres de nous, le chef de groupe vient de prendre une balle en pleine tête. Tout d'un coup, ces hommes tournent leurs armes contre nous, pour nous tuer, à cause de ce que nous venons de filmer. Hé, toi, arrête de filmer, je vais te tuer. Le photographe avec qui je me trouve a la présence d'esprit de leur dire qu'avec notre voiture, nous allons emmener leur chef à l'hôpital. Sa présence d'esprit nous a sauvé la vie. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Un sniper l'a touché, il a une balle dans la tête. La base de Médecins sans frontières, le seul endroit de la ville où l'on puisse se faire soigner.
Les chirurgiens ne pouvaient rien faire. Le milicien va mourir 2 heures plus tard. À Monrovia, il y a longtemps que l'on ne fait plus de cérémonie pour enterrer les morts. Dans cette partie de la ville, c'est à côté de la décharge de Mamba Point que les cadavres sont mis en terre dès que la mort est constatée. Dans les rues du centre, les gens passent leur temps à courir, à errer à la recherche d'eau et de nourriture. Ils font de grands détours pour éviter les affrontements. Mais il n'y a guère d'endroit où l'on ne risque pas une balle perdue. Les petits sifflements que notre caméra enregistre ne sont pas des cris d'oiseaux, ce sont des balles. Sur cette sorte de presqu'île au bord de la mer, le bidonville de Westside. 15 000 habitants, des réfugiés qui avaient fui les combats dans les campagnes il y a 3 ans. Cette fois-ci, ils sont coincés entre les lignes. Ils n'ont pratiquement plus rien à manger. On a faim, on n'a rien dans le ventre, on n'a pas de nourriture. Depuis combien de temps? Depuis 2 semaines. 2 semaines, on n'a rien à manger. On a plein de problèmes ici. Les obus rebelles qui arrivent de l'autre côté et les tirs ratés de l'armée qui tombent sur notre communauté. On a vraiment besoin d'aide. Et de l'aide qui vient de l'extérieur. Les victimes sont incomptables. Les gens qui meurent, incomptables. Les habitants du bidonville n'ont pas pu fuir. 600 d'entre eux sont morts en 21 jours, car la bataille des ponts a duré jusqu'au 8 août. Des ponts pris, puis perdus, puis repris et reperdus 5 fois de suite par les forces de Taylor. Avec à chaque fois des blessés et des tués. Celui qui vient d'être fauché par une balle est le frère de l'autre avec un bandeau rose. Le lendemain, 9 août, les premiers éléments de la force d'interposition composée de soldats de l'armée nigériane, envoyés par la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, arrêtent les combats. Les rebelles se sont retirés à 30 km et les ponts sont ouverts. Au pied de sa tour, le général Yeaton a quitté son uniforme et abandonné son casque. Il a revêtu un immaculé costume blanc et il tient des discours de paix. Mais ces hommes n'ont pas encore rendu leurs armes. Nous voulons bien démobiliser nos soldats, mais il faut absolument qu'ils soient réintégrés dans la société. Tous les combattants. Qu'il s'agisse des rebelles du Modèle ou du Lourdes, ou qu'ils fassent partie des forces gouvernementales. Il faut que les jeunes de ce pays, dont beaucoup sont invalides, ou ont encore des balles dans leur chair, que tous ces jeunes soient soignés dans les hôpitaux. Les anciens combattants sont la priorité. C'est le seul moyen d'obtenir la paix dans ce pays. Et que demain, les combattants ne soient pas trompés par la même clique de politicards qui jouent avec la vie des gens de ce pays. Ce jour-là, le général Yeaton se disait qu'il pourrait peut-être prendre la place de ce qu'il appelle la clique des politicards. Au même moment, des miliciens tentaient de désarmer d'autres miliciens. Mais il n'est pas facile de faire lâcher sa Kalachnikov à quelqu'un qui a passé toute son enfance avec. Le 11 août, dans le palais de la présidence de la République, quelques chefs d'État africains étaient venus soutenir Taylor, qui se retire du pouvoir sous la pression de l'ONU. Je vous quitte maintenant avec ces mots d'adieu. Si Dieu en décide ainsi, je reviendrai. Dieu vous bénisse. Charles Taylor a quitté le Libéria. Mais le système Taylor est toujours en place. C'est son vice-président qui assure l'intérim jusqu'à l'organisation d'hypothétiques élections démocratiques.
Quelques heures après le départ de Taylor, un bateau de l'US Navy a pointé sa silhouette devant Monrovia. 2 dinghies se sont même approchés de la plage. Des curieux sont accourus pour voir les SEALs, les phoques, des commandos d'élite. 1 heure plus tard, ils sont repartis vers leur bateau, au large. Après 13 années de guerre civile et des dizaines de milliers de morts, une paix bien fragile se serait-elle installée au Libéria ?